Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir Swazik de Beaucorps, qui est infirmière puéricultrice à Necker Hôpital Enfants Malades, c'est bien ça, et qui va nous parler de facteurs humains en santé. Bienvenue. Bonjour à tous. Déjà un grand merci au comité scientifique de m'avoir accordé leur confiance pour aborder ce sujet. Et je suis ravie qu'ils s'intègrent dans cette thématique de la QVTC. Et ça fait un petit peu le lien justement avec votre présentation, puisque je pense que ça peut être une bonne stratégie pour apporter progressivement et tout doucement un petit peu de la qualité de vie au travail par justement le biais des facteurs humains. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, pas de souci particulier. Alors, avant déjà de pouvoir un petit peu faire le lien entre les facteurs humains en santé et ce que ça peut apporter finalement en termes de qualité de vie au travail pour nos équipes de réanimation, on va déjà essayer un petit peu d'éclaircir finalement ce que sont les facteurs humains en santé, ce qui peut-être pour certains est une notion déjà entendue, pour d'autres peut-être moins connue, c'est encore quelque chose de relativement récent. Alors il y a facteurs humains et facteurs humains déjà. En règle générale, quand on parle du facteur humain, c'est une expression qui désigne en règle générale quelque chose d'assez global, d'assez large, qui est la fiabilité humaine. En revanche, et c'est là qu'on va être beaucoup plus intéressé sur cette présentation, quand on parle des facteurs humains, pour le coup, là, c'est une discipline à part entière qui a pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement humain et développer finalement des sortes de boîtes à outils qui permettent à tout opérateur, donc en l'occurrence à nos équipes, de pouvoir assurer une activité de soins avec une sécurité optimale, en fonction des conditions évidemment dans lesquelles se déroule cette activité. Alors, il y a un élément clé en facteur humain qu'il faut bien prendre en compte. La base pour comprendre les facteurs humains, c'est qu'on part du principe effectivement que dans la chaîne de soins, dans la séquence de soins, il y a un maillon de cette chaîne qui est l'homme. L'homme, par définition, on peut tous être amenés à faire des erreurs, à commettre des erreurs. Donc on est faillible, par définition. On n'est pas, comme sur la diapo d'avant, une intelligence artificielle ou autre. Donc par définition, on va commettre des erreurs. Donc l'objectif, quand on va étudier les facteurs humains et organisationnels, ne va pas être de supprimer les erreurs, puisque ce serait finalement vain, puisque par définition, nous sommes humains, donc nous allons tous commettre des erreurs. C'est quelque chose qu'il faut accepter comme un fait. On va plutôt chercher à essayer de comprendre ces erreurs, et finalement, pour ça, il va falloir bien identifier déjà ce qu'est une erreur. Une erreur, finalement, c'est une situation par laquelle une séquence d'actions ne parvient pas au résultat attendu. C'est un écart qui est involontaire. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important à intégrer dans la définition. À partir du moment où on va chercher à comprendre où se situe cet écart, analyser ces erreurs, c'est là justement qu'on va pouvoir mieux comprendre les situations, mais on va pouvoir non seulement comprendre les situations où il y a des erreurs, mais aussi comprendre pourquoi certaines situations se sont bien passées, pourquoi il n'y a pas eu d'erreur dans certaines situations. Et là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour les équipes, qui va être beaucoup plus valorisant, de comprendre pourquoi est-ce que tel jour, tout s'est bien passé et pourquoi est-ce qu'on a été performant. Donc effectivement, en développant cette culture de sécurité par la compréhension des facteurs humains, on va essayer d'arrêter de punir les erreurs pour que justement les agents se sentent libres aussi de pouvoir en discuter librement. Et c'est ce qui va nous permettre de chercher à les comprendre. Alors pour ça, il faut déjà partir de ce grand basique. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce schéma de James Reason, qui est qu'un incident va passer du danger à l'accident en passant par tout un tas de barrières différentes. On va d'abord avoir l'agent, effectivement, qui va être une des dernières barrières, mais il n'est pas tout seul, l'agent. Chaque professionnel dans un service n'est jamais seul. On est des équipes. Et l'équipe elle-même, elle intervient au sein d'un environnement de travail, avec ses outils, son organisation, son fonctionnement. Et tout ça au sein d'une organisation. Et quand on parle d'organisation, on parle d'organisation au sens large. On va avoir aussi bien le service, le centre hospitalier, mais même bien au-delà de ça, l'ARS, l'HAS, le ministère, finalement toutes les organisations qui vont nous permettre d'apporter de la sécurité dans le système de santé. Et donc c'est là justement qu'on retrouve effectivement ce lien entre qualité de vie au travail et sécurité des soins. Globalement, un soignant qui va se sentir en sécurité pour travailler
va toujours se sentir beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant. On va voir après qu'il y a plusieurs études effectivement qui ont permis de le montrer. Alors c'est un système qui est forcément nécessairement complexe, puisqu'il y a beaucoup d'interconnexions, et c'est précisément ça que les facteurs organisationnels et humains vont essayer de démêler, de découdre un petit peu et de comprendre. Alors pour comprendre un petit peu comment l'on fonctionne, comment fonctionne l'être humain, on va essayer de comprendre comment fonctionne déjà notre propre cerveau. Globalement, on fonctionne de deux façons différentes. Soit par notre système 1, alors qui est génial, qui est hyper efficace, qui est très rapide, qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie, pas très compliqué. C'est le système de tout ce qui va être intuitif, de tout ce qui est du fonctionnement autonome, automatique. C'est très pratique, mais attention, c'est sujet aux erreurs. En revanche, le système 2, pour le coup, va être un système beaucoup plus lent, très énergivore, mais par contre, c'est lui qui nous permet de fonctionner sur des raisonnements beaucoup plus complexes, notamment quand on est auprès de nos patients, de faire des raisonnements plus complexes sur la meilleure prise en charge à adopter. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus analytique, c'est beaucoup plus fiable, mais comme on l'a dit, c'est beaucoup plus énergivore et beaucoup plus lent. Et pour fonctionner, finalement, on va avoir besoin des deux. Parce qu'effectivement, ce système 1, c'est ce qui va faire que, en sortant du congrès ce soir, je traverse la route, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, et c'est mon système 1 qui va me permettre de reculer sur le trottoir pour éviter de me faire écraser. En revanche, le système 2, j'en ai besoin au quotidien pour travailler, pour raisonner finalement dans mon raisonnement clinique avec mon équipe, avec les médecins avec lesquels je travaille, pour pouvoir tout simplement décortiquer la prise en charge de mes patients. Donc on a clairement besoin des deux pour pouvoir fonctionner. Mais le problème, c'est que les deux, parfois, ils fonctionnent bien ensemble, mais malheureusement, on est subi à un certain nombre de contraintes. Alors, on a des contraintes individuelles, on a une cognition qui nous est indépendante, on a tous des mémoires avec de plus ou moins bonnes capacités, on a des savoir-faire, des savoir-être, et puis donc, avec tout ça, il faut qu'on arrive à prendre des décisions. Mais on est dépendant d'un certain nombre de facteurs physiologiques, et s'il y a bien une journée où je ne vous dirai pas le contraire, c'est bien aujourd'hui, comme la faim, la déshydratation, la fatigue, les émotions, le stress. Il y a tout un tas de choses qui vont venir finalement parasiter ce bon fonctionnement entre ces deux systèmes. La construction, globalement, de notre fonctionnement, notre cerveau va toujours essayer d'aller au plus rapide, au plus simple, au plus efficace. Là, par exemple, si je vous demande de lire un petit peu ce que vous voyez, certains vont y voir un 13, d'autres vont y voir un B. Effectivement, les deux sont logiques. En fonction de votre raisonnement, de votre fonctionnement propre, vous allez chacun y voir des choses différentes. Pareil, si je vous demande, à votre avis, là, à main levée, qui pense que le cercle rouge de droite est plus gros que celui de gauche? Ils ont la même taille, effectivement. Là encore, c'est le fonctionnement de nos deux cerveaux, effectivement, des deux parties de notre cerveau qui vont nous biaiser un petit peu et venir effectivement nous parasiter. Alors il y a plein d'exemples effectivement qui sont identiques, et tous ces exemples-là, tout ça, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors je vais vous demander de vous concentrer bien sur la voiture, ma voiture que j'ai garée là tout en bas, la voiture bleue. Et vous allez me dire effectivement ce que vous avez observé à la fin de la séquence. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous marquent ? Alors effectivement, si on reste très focalisé sur la voiture, on ne fait pas attention effectivement qu'il y a des maisons qui ont changé de couleur, qu'il y a des banderoles qui sont apparues, qu'il y a même un gorille sur le toit tout en haut de la maison à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, effectivement. C'est l'attention qui va être tellement focalisée sur un élément clé que finalement, on va complètement occulter tout ce qu'il y a autour. C'est pas si rare, ça va tous nous concerner, c'est complètement inconscient et quelle que soit notre profession, on va y être confronté. Ça peut survenir à tout moment, dans toutes les situations, et ça, en général, c'est renforcé dans les situations à haute charge cognitive ou au contraire, tout ce qui va être très routinier. Et ça peut être responsable d'un grand nombre de survenues d'événements indésirables. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, alors il y en a des centaines et des centaines, plus de 250, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, on les étudie énormément en facteurs humains, parce qu'effectivement, comme ils sont inconscients, mais prévisibles, parce qu'on va toujours un petit peu réagir avec le même fonctionnement,
Et bien effectivement, ça va être un élément clé qui va nous servir à mieux comprendre justement la survenue de ces erreurs dont on parlait tout à l'heure. Alors je vous en ai mis quelques exemples, le biais de confirmation, de surconfiance, le biais d'ancrage. Mais là encore, comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres. Alors on a dit qu'on est tous confrontés à notre fonctionnement interne, mais il y a aussi un certain nombre de situations qui vont nous mettre un peu plus en difficulté que d'autres. La pression temporelle, le stress, le fait de ne pas avoir de protocole, de checklist, de choses très cadrées finalement. Un nouveau matériel, des choses qui vont venir perturber un peu notre fonctionnement. Et puis les facteurs linguistiques, évidemment, quand on peut se retrouver avec des collègues parfois où on va avoir une barrière de la langue. Tout ça, effectivement, les facteurs humains vont aller étudier et décortiquer tous ces éléments-là. Alors si on recherche un petit peu ce que ça peut apporter pour l'individu, si on prend l'exemple de la fatigue, en travaillant sur les facteurs humains, sur leur compréhension des mécanismes de fatigue, de qu'est-ce qui va nous pousser finalement à avoir une plus forte susceptibilité individuelle à la fatigue, on va essayer d'aller apporter des solutions par des checklists, par des petits outils mémotechniques, et essayer de comprendre un petit peu ce qu'on peut apporter pour modifier ces éléments-là. Le stress, autre exemple que l'on peut prendre en compte, là encore, on va essayer de trouver des parades, effectivement, pour pouvoir refonctionner même en situation de stress. Parce que le stress, effectivement, il peut être utile quand il nous permet d'améliorer nos fonctions cognitives, finalement. Mais quand on dépasse un certain niveau de stress, pour le coup, ça va être un handicap aux prises de décision les plus importantes. Alors pour ça, pour faire face, se préparer à ce stress, effectivement, c'est tout simplement se préparer à ne pas être préparé. Parce que finalement, quand est-ce qu'on est stressé? C'est quand on n'est pas préparé à quelque chose. Donc se préparer à ne pas être préparé, c'est par exemple travailler avec des techniques d'optimisation du potentiel, faire de la projection mentale, de la cohérence cardiaque, de la méditation en pleine conscience. Il y a des études qui ont montré que réellement, ça va avoir un impact effectivement sur le fonctionnement vraiment des professionnels, des équipes. Se former pour connaître aussi son environnement, on parlait de l'organisationnel. Connaître la situation, le matériel, l'intégralité de son environnement. On a la chance d'avoir des sociétés savantes qui s'investissent là-dedans, qui proposent des formations. Alors on dit qu'effectivement, parfois on a des services pour lesquels ce n'est pas forcément propice de pouvoir lancer certaines démarches de QVT parce que l'effectif est très instable, on a un fonctionnement qui n'est pas optimal à ce moment-là. Mais on peut au moins s'appuyer sur l'existant proposé par nos sociétés savantes, par un tas de supports, effectivement, qui peuvent venir en soutien. Et puis évidemment, comme l'individu est lui-même confronté à ses propres émotions, la connaissance de soi, le travail sur la gestion des émotions de façon plus générale va être une aide, là encore, dans ce type de situation. Par rapport à l'équipe, on va également pouvoir utiliser énormément d'outils quand on va creuser un petit peu en facteur humain. On sait que la mise en place d'aides cognitives, de checklists, c'est quelque chose qui va faciliter le fonctionnement en équipe. Le fait de travailler sur tous les modes de communication, la communication en boucle fermée, la communication non violente. Travailler également sur le briefing, le débriefing en équipe. Vos équipes ne sont pas formées au briefing, au débriefing? C'est pas grave. Là encore, on a la chance d'avoir par exemple la HAS qui a édité des mémos pour nous aider à se lancer un petit peu dans ces propositions-là. C'est aussi persister, insister pour ne pas punir les erreurs et puis, on en parlait tout à l'heure, déclarer littéralement la guerre aux interruptions de tâches qui sont un fléau dans nos services, que ce soit du côté médical, paramédical, c'est un véritable fléau qui pour le coup va créer un stress, une nervosité pour les équipes et là en termes de qualité de vie au travail, très clairement, on s'effondre. Entraîner régulièrement les équipes ensemble, plus les équipes se sentent préparées, plus elles se sentent en confiance. Le sentiment de confiance, le sentiment d'efficacité professionnelle, là aussi, ça va avoir un impact, une répercussion sur la qualité de vie au travail. Alors un petit spoiler, la simulation pour ça, effectivement, on en a parlé avec nos collègues de Marseille tout à l'heure, c'est un excellent outil pour travailler dessus. D'ailleurs, il y a des recommandations de pratiques professionnelles qui ont été éditées pour le coup par la SFAR, qui sont sorties et qui parlent effectivement de cet entraînement par la simulation pour travailler sur ces thématiques-là. Par la simulation, on va pouvoir travailler sur les Crisis Resource Management. Tous ces éléments qui finalement vont faire que quand nos équipes se retrouvent confrontées à un haut niveau de stress, une situation de crise, quelque chose d'éprouvant pour eux, ils vont être rassurés parce qu'ils se seront entraînés à travailler sur ces éléments-là. Alors évidemment,
l'exemple auquel on pense, ça peut être par exemple le travail en équipe, pour lequel on va pouvoir travailler plus spécifiquement le leadership, la répartition des tâches. Là encore, il y a de nombreuses études, alors je vous les ai pas toutes mises parce qu'il y en a beaucoup, mais notamment sur les équipes de traumatologie, sur les traumateams. Il y a vraiment un effet extrêmement bénéfique de l'entraînement en équipe interprofessionnelle, mais il faut que ce soit interprofessionnel. N'hésitez pas à y intégrer également les étudiants qui sont de passage dans vos services. On parlait tout à l'heure d'éléments effectivement qui permettent aux directions de voir qu'un service progresse en termes de qualité de vie au travail. Le recrutement quasi systématique des étudiants qui sont passés en stage et qui ont trouvé que en fait votre service il est quand même vachement bien et que la qualité de vie au travail c'est quand même une vraie priorité dans le service et qu'il y a beaucoup de formation et que la sécurité des soins c'est une priorité aussi dans ce service-là, c'est des choses qui vont ensuite attirer les étudiants pour finalement qu'ils prennent un poste une fois diplômés. Donc clairement, ça a un impact non seulement sur la formation en termes de facteurs humains, sur la sécurité et même plus globalement sur le bien-être global de l'équipe. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres études qui sont sorties sur ces thématiques-là. Le travail d'équipe, c'est aussi, et ça on sait que c'est un élément essentiel en termes de qualité de vie au travail, c'est déjà la communication. Une équipe qui a une mauvaise communication, qui ne se parle pas, c'est non seulement dangereux, mais effectivement c'est catastrophique en termes de turnover et de fonctionnement d'équipe. Le silence, ça tue. Donc l'idée c'est qu'il va falloir tuer le silence pour le coup. On sait qu'il y a une étude qui a montré que 55% des agents disent parfois appréhender de poser une question lorsqu'ils remarquent un problème. Ça c'est souvent quelque chose qui est lié au gradient hiérarchique. C'est quand il y a un gradient d'autorité qui va être trop marqué. C'est-à-dire que la parole n'est pas libérée au sein de l'équipe et que du plus jeune, du moins expérimenté au plus expérimenté, de la jeune aide-soignante qui vient d'être recrutée au PUPH chef de service, que tout le monde puisse avoir une liberté de parole au sein du service et une équité de parole aussi sur les temps d'échange en équipe. Alors pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle le speaking up. C'est la communication assertive des préoccupations qui peuvent être liées à la sécurité du patient. Alors l'assertivité, c'est quoi? C'est finalement être ni hérisson ni paillasson. Tout simplement, c'est savoir exprimer ses opinions, mais sans être agressif envers l'autre, sans entamer les droits de la personne qui est en face. Et là encore, on a des outils qui existent, qui peuvent être tels que déposés un petit peu dans les services, et puis entraînés progressivement, par exemple en simulation. Donc il y a la méthode DESC, effectivement, qui est très utile pour ça. C'est aussi travailler sur la gestion de conflits. Parce que quand on travaille sur la communication, on va diminuer les conflits au sein de l'équipe. Là encore, des petits apports en termes de gestion de conflits dans les équipes, ça fait un bien fou. Et là encore, quand il y a moins de conflits dans les équipes, quand ils sont moins tous occupés à se taper dessus, en général, ça fonctionne mieux. L'idée, ça va vraiment être d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour le patient et pas qui a raison dans ces situations de conflit. Alors on a beaucoup travaillé sur l'individu, le lien entre les facteurs humains, la qualité de vie et l'individu, l'équipe. Mais les organisations aussi, elles vont avoir un élément clé, un effort clé à jouer. Déjà parce on va leur demander d'être partie prenante dans la formation des équipes sur ces thématiques-là. Là encore, pas de pression. On peut se dire, oh là là, mais oui, mais il n'y a personne de formé aux facteurs humains dans mon équipe. Il y a plein d'outils qui existent pour travailler sur ces thématiques-là. Plein d'outils qui ont été développés, effectivement, TeamSeps, le SAED, voilà. Il y a plein d'outils qui existent. N'hésitez pas à aller rechercher ces outils, les proposer à vos équipes, les présenter. Et ça peut s'intégrer sans aucune difficulté au sein de formation. Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure, là encore. Le travail sur l'organisation et notamment l'adaptation des ressources humaines à la charge en soins et l'organisation du temps de travail. Ça, on sait que c'est des thématiques qui vont énormément crisper les équipes. Une équipe qui est en sous-effectif, qui va manquer effectivement dont le rouage, dont le fonctionnement va être enrayé par ces problématiques-là, on va avoir effectivement un fort turnover et on va perdre énormément en qualité de vie au travail. Et là-dessus, effectivement, alors je fais un petit peu biste avec du coup la présentation d'avant, mais effectivement, Nicolas Terzi a ressorti effectivement les éléments, alors c'est tout récent, c'est janvier 2025, mais il y a effectivement des éléments de recommandation qui sont sortis sur ces thématiques-là. Un réanimateur pour 6 jours en réa, 14 lits maximum en garde. Alors, là encore, on peut se dire, oui, c'est le pays des bisounours, évidemment. Mais si on ne commence pas par déjà des recommandations, on n'arrivera jamais à progresser au fur et à mesure.
Alors ça peut sembler être un énorme morceau comme ça, mais il y a plein de possibilités de pouvoir développer les facteurs humains. Et clairement, les facteurs humains, ça peut être quelque chose d'assez simple et ludique à intégrer finalement à vos équipes par le biais des formations, et notamment de la simulation, et qui permet progressivement d'apporter de la qualité de vie au travail pour finalement venir instiller par petites gouttes d'eau un petit peu la qualité de vie au travail pour pouvoir ensuite mettre en place des projets plus importants et plus conséquents tels que ceux décrits effectivement auparavant. Alors je vous ai mis quelques références pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, creuser un peu plus sur le facteur humain. Et puis surtout, effectivement, on en parlait juste avant, tout est une question de patience. Oui, les choses prennent du temps à se mettre en place, mais vraiment ça apporte un vrai bénéfice à nos équipes. Et effectivement, après quelques années maintenant à l'avoir mis en place auprès de ma propre équipe, on en voit les fruits aujourd'hui, donc notamment en termes de turnover paramédical. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très inspirante. Est-ce qu'il va y avoir des questions dans la salle? Pas tout de suite. Jean-Pierre, vous aviez des... Alors c'est très complémentaire effectivement de ce qui a été dit précédemment. Je trouve effectivement que ça s'articule très bien, la qualité de vie au travail, la qualité de sécurité des soins et les facteurs humains. Alors c'est François Jolin que voilà, on connaît un tout petit peu nous ici, qui a fait l'ouvrage qui est à gauche effectivement sur l'écran, qui sont effectivement, c'est pas simple en tout cas de comprendre la manière dont on va fonctionner ensemble. Alors l'équipe de Trévenant, ils l'ont dit tout à l'heure, et notamment avec Laurent, Séverine, Alexandra, la manière dont on peut travailler en équipe, c'est là où on étudie le facteur humain. Alors il y a des choses que vous n'avez pas dit, c'est la partie personnalité. La personnalité des gens. Alors moi je tiens beaucoup parce que c'est en comprenant l'autre, son fonctionnement mental, qu'on arrive effectivement à appréhender quelles sont ses craintes, ses angoisses, ses réticences. Est-ce que la personne qui est en face est plutôt avec une personnalité j'allais dire un petit peu brute de décoffrage? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est un peu plus en retrait, quelqu'un qui est dans le dynamisme? Et c'est vrai que quand on étudie les facteurs humains, il y a aussi cette personnalité. Alors c'est beaucoup étudié maintenant, et c'est ce qui est probablement le plus compliqué quand on est manager, c'est à qui je parle, qui j'ai en face de moi. Je ne sais pas si vous travaillez sur ces sujets-là. Alors complètement, c'est extrêmement important d'avoir déjà une connaissance de soi, de ses propres fonctionnements et mécanismes, pour pouvoir mieux percevoir effectivement le fonctionnement des autres. Ça, c'est quelque chose qui va être clé en termes de facteurs humains. Alors je ne l'ai effectivement pas beaucoup développé dans la présentation, je l'ai cité à 2-3 moments, et puis on le retravaille énormément sur tout ce qui est de la communication non violente notamment. Mais ça va être des éléments clés parce que le fait de comprendre nos propres réactions en situation de stress, notamment en situation de frustration, vont nous permettre finalement de plus facilement percevoir ces mêmes situations chez nos collègues, chez nos supérieurs hiérarchiques. Et on va apprendre finalement à mieux déterminer un petit peu ces fonctionnements de personnalité et de pouvoir s'y adapter. Et notamment en termes de gestion de conflits, on va énormément travailler sur ces thématiques-là. C'est pour ça qu'on a actuellement beaucoup de soignants médicaux, paramédicaux, hors encadrement qui se forment aux facteurs humains. Et on commence à voir de plus en plus de cadres paramédicaux, de chefs de service, de cadres supérieurs, de managers qui viennent de plus en plus se former aux facteurs humains. Et je pense que c'est vraiment un élément clé essentiel, notamment de ce point de vue-là. Oui, puis on a besoin d'une psychologue ou d'un psychologue, j'allais dire, parce que c'est compliqué. On fait de la psychologie, j'allais dire, moi le premier de comptoir, en essayant de comprendre les choses, mais c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Et on l'avait fait avec la société de réanimation il y a une vingtaine d'années, notamment pour la gestion des conflits dans les équipes, c'est comprendre effectivement ce qu'on est nous, quelles sont les valeurs qu'on peut défendre, quelles sont les valeurs de l'équipe, et puis comment on perçoit, on voit les choses. C'est les gens qui sont un peu introvertis, si on les met en avant dans des situations qui sont un petit peu compliquées, ça peut être d'une part bloquant, ça peut entraîner de troubles psychiques voire psychiatriques. Et moi je trouve effectivement que la place d'un psychologue peut être là. Alors vers les patients et les proches, oui. Moi je mets souvent au centre bien évidemment les soignants avant les patients, mais moi c'est ma façon de voir les choses. Et on a besoin de ce regard un petit peu extérieur, et notamment
à mon sens, de quelqu'un qui a la compétence pour le faire, comme les psychologues, psychosociologues, la médecine du travail aussi, ils sont très bons là-dedans, pour comprendre l'autre et comprendre le fonctionnement d'une équipe. Si on n'est quand même pas, enfin en tout cas en tant que manager ou chef de service, on n'est quand même pas formé à tout ça. Et on fait effectivement, comme vous l'avez dit, biais cognitifs, l'effet tunnel, on a l'impression qu'on a raison parce qu'on dit ça, et c'est comme ça qu'on arrive à se planter et avoir peut-être parfois l'effet inverse de ce qu'on souhaitait. Tout à fait. Donc merci encore. Vous qui avez qui êtes très impliqué, qui connaissez très très bien le sujet, vous avez dû faire pas mal de choses sur votre lieu de travail. Si vous aviez peut-être un ou deux éléments à faire ressortir qui ont été les plus impactants dans votre expérience, est-ce que c'est l'assertivité, le SAED, Alors effectivement, les éléments les plus faciles à introduire dans une équipe et qui font déjà avancer à l'échelle d'un bond, littéralement, en termes de facteurs humains, et du coup de qualité de vie au travail, je dirais que c'est déjà effectivement de travailler beaucoup sur la communication, sur tout ce qui est des briefings, débriefings, et ça vraiment d'instaurer une culture du débriefing et du briefing systématique. Et même et surtout quand ça s'est bien passé, de façon à ce que le briefing et le débriefing des différentes situations ne soient pas vécus comme c'est quand ça se passe mal. Non, pas toujours. Le fait de débriefer une situation qui s'est bien passée, c'est extrêmement bénéfique pour l'équipe. Ça va mettre en avant les compétences de l'équipe, ça va les valoriser, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis le dernier élément, je dirais effectivement, c'est aussi de travailler sur tout ce qui va être travail en équipe. Et ça notamment, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, notamment par la simulation. Parce qu'on va pouvoir aborder notamment tout ce qui est gradient hiérarchique, leadership, répartition des tâches. Et là, on va avoir un double effet, aussi bien sur la qualité et la sécurité des soins pour le patient. Et en plus, les soignants vont eux-mêmes s'interroger sur... C'est vrai que d'habitude, sur tel réa, on n'a pas très bien fonctionné. Et pourtant, on sait à quel point c'est extrêmement impactant, par exemple sur la réanimation d'un arrêt cardiaque. Toutes les compétences non techniques vont avoir un impact énorme sur la qualité de la réanimation, tout autant que le massage, la ventilation, le passage de l'adrénaline, etc. Donc le côté interprofessionnel et équipe... essentiel. Okay. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait commencé par les RMM, les CREX, les REX, enfin toutes ces choses-là. Maintenant, avec la certification, il faut déclarer, tenter plus, parce qu'il y a une espèce de compétition entre les services pour déclarer le plus d'événements indésirables. Donc on voit bien qu'on est toujours sur cette culture au niveau institutionnel. Et puis au niveau de la Haute Autorité de Santé, moi je suis expert agréé sur cette partie-là. Et en fait, même si on ne veut pas que l'erreur soit punitive, bien évidemment que ce soit constructif, on construit moins sur d'autres schémas, notamment le briefing, débriefing, où c'est beaucoup plus simple. Mais moi j'ai beaucoup appris avec Laurent à Trévenant on brief une situation, on voit se dérouler la situation et ensuite on débrief. Et ça on pourrait le faire en réanimation tous les jours. On va faire une intubation, on brief et on débrief. On va mettre un cathé central, on brief. On peut le faire sous forme de film, c'est ce que nous on avait fait en MIR. On fait un film, on dit voilà comment ça doit être posé, notamment pour les internes ou les jeunes médecins, et ensuite on débrief sur ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est facile à faire en tout cas. Tout à fait. C'est ce que j'avais demandé sur les exemples en fait où ça peut s'appliquer. Alors, c'est vrai, l'intubation. L'intubation, l'admission d'un malade. Un malade arrive, on peut filmer une situation, mais c'est comme ça que j'avais appris sur les facteurs humains. On pose un cathéter, on filme une situation, on pose un cathéter, on briefe l'étudiant. Voilà comment ça doit être fait. Tu as la procédure. On fait une aspiration chez un patient. On peut, notamment pour les étudiants qui ont aspiré un malade, et on voit que l'aspiration d'un malade c'est compliqué. C'est pas simplement introduire un tuyau dans un autre tuyau. C'est contrôler effectivement les paramètres ventilateurs, le malade, la douleur, c'est tous ces éléments, c'est pas que le geste. Et moi souvent je dis il y a le geste, il y a le malade, il y a tout l'environnement. Et l'appréhension de l'environnement, c'est ce qui est probablement le plus compliqué. Et toutes les interfaces qu'il peut y avoir. Et puis ce qui fait le lien justement avec la communication, on va pouvoir aussi mettre en place des briefings, notamment avant et après les entretiens avec les familles. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et intéressant, parce qu'en plus, ça va avoir un bénéfice pour la famille, parce qu'il va y avoir vraiment un partage vraiment avec de l'entièreté de l'équipe, du ressenti de chacun des membres de l'équipe, de l'entretien qui vient de se dérouler. Mais simplement pour rajouter un petit peu sur les psychologues, parce qu'on essaye de voir, alors il y a eu le décret de 2002 sur la place des psychologues, et on en discutait aussi avec Jean-Philippe, on avait fait une fiche de poste, c'est comment se positionne le psychologue en réanimation. C'est pas très très simple.
C'est pas facile. C'est à l'équipe probablement de définir, j'allais dire avec la psychologue, à quoi ça peut être utile, parce que c'est des postes souvent avec des temps très très courts, et on voit bien que la psychologue ou le psychologue peut être utilisé entre guillemets dans tellement de situations, et je pense qu'effectivement pour ces situations un petit peu difficiles, délicates, de gestes un petit peu complexes, de situations de conflit avec les familles ou de situations simplement de fin de vie à expliquer aux familles, on a besoin d'un regard extérieur. Parce qu'on a toujours l'impression que ça se passe bien ou ça se passe mal, mais on sait très mal débriefer ou faire de retour en tout cas sur ce qu'on a fait. Et on a besoin de cette place-là en tout cas, de votre avis dans ces situations-là. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? On va arriver au bout de cette session. C'est tout bon? Eh ben, merci beaucoup à vous, merci de votre présence, merci. Aux oratrices et à l'orateur. Une petite visite des stands et on est reparti. À l'écran un QR code, c'est un questionnaire de satisfaction de fin de congrès. Alors il sera aussi après la session prochaine qui est très intéressante et je vous invite vraiment à rester. Je sais qu'il y en a toujours qui doivent partir plus tôt, donc au cas où si vous voulez bien le scanner un petit coup et répondre au questionnaire. Il y a un petit goûter comme hier qui vous attend et puis on va ressortir, il y a des petits sacs de repas comme à midi. Alors ceux qui ont de la route et qui veulent en prendre un, n'hésitez pas. Voilà, à tout à l'heure. On vous voit bientôt.